Hello, chers téléspectateurs d'Éco 237. Ici, nous sommes au monument de l'indépendance à Yaoundé, à côté de l'hôtel de ville. Aujourd'hui, nous allons recevoir une dame, Madame Sama Achille Koriane. Madame Sama Achille Koriane est promotrice du programme de l'éducation civique et morale. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Femme Attitude, nous allons parler du harcèlement en milieu professionnel, en prélude à la fête internationale du travail célébrée généralement chaque 1er mai. Bonjour, madame. Bonjour, je suis Koriane Sama, promotrice des ateliers patriotes citoyens, formatrice engagée dans l'éducation civique et morale au Cameroun, également auteure et consultante en marketing et vente. Alors, madame, les téléspectateurs veulent comprendre ce qui distingue le harcèlement professionnel d'un simple conflit au travail. Le harcèlement, dans sa définition, c'est un conflit répétitif. C'est une pression qu'on exerce sur une personne, que ce soit une femme, un homme ou un enfant, de manière répétitive ou plutôt de façon constante. C'est la première distinction qu'il faut faire. Maintenant, cette pression répétitive-là est exécutée dans le cadre professionnel, tout simplement. Aujourd'hui, on parle donc du harcèlement au milieu professionnel. On va comprendre de fond en comble. Pour vous, qu'est-ce qui distingue le harcèlement professionnel d'un simple conflit au travail? Quelles sont les formes les plus courantes aujourd'hui? Morale, sexuelle, cyberharcèlement, harcèlement managérial. Si je dois classer dans l'ordre, je commencerai par le cyberharcèlement. C'est devenu monnaie courante. Tout le monde se permet derrière l'écran de son téléphone de véritablement frustrer, harceler, critiquer, dénigrer de manière régulière une personne dont il fait sa cible. Donc je commencerai par le cyberharcèlement. Et ensuite, directement, je vais tomber dans le harcèlement managérial. Malheureusement, et ça j'ai envie de dire que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, que vous ayez accès à un certain nombre, même des éléments qui vous sont dus. C'est-à-dire que des choses auxquelles vous avez droit de façon légale. Pour avoir accès à cela, il faut souvent céder aux caprices d'un manager ou même pas du manager. Peut-être ça commence au niveau de sa secrétaire. Donc, en deuxième position, je mettrai le harcèlement managérial. Et pour pousser encore, on va aller sur le harcèlement sexuel. Vous savez, malheureusement, vraiment, toutes ces autres formes de harcèlement ont pour point commun le harcèlement sexuel. On va vous mettre la pression au travail. Ça va être votre manager, par exemple, parce qu'il va avoir des rapports avec vous. On va vous mettre la pression sur les réseaux sociaux parce que quelqu'un vous a envoyé 1001 messages dans l'objectif de vous faire la cour. Vous ne les avez pas acceptés parce qu'en réalité, tout cela tourne autour du harcèlement sexuel. Et je dirais même peut-être, pour tout corriger, que l'élément principal, l'élément central, c'est véritablement le harcèlement sexuel qui prend donc d'autres formes selon le cadre et selon le contexte. Alors, quels sont les signaux faibles qu'une victime ou un collègue peut repérer? Le premier signal, c'est la gêne. On a tous... on partage nos journées, notre quotidien avec nos collègues. Vous savez qui de vos collègues est une personne naturellement joyeuse, naturellement spontanée, celle-là par exemple qui aura tendance à faire sourire tout le monde, ou alors vous savez aussi quand une personne est de nature plutôt calme, plutôt posée, et vous constatez que cette personne commence à avoir du mal à entrer dans un bureau, commence à avoir du mal à faire face à une certaine personne au sein de l'entreprise. Il faut comprendre par là qu'il y a forcément eu un problème. Et la couverture que l'on brandit souvent est le fait que cette personne ait commis par exemple une erreur. Que non, lorsqu'on commet une erreur et qu'on est réprimandé pour cette erreur, on ne se recroqueville pas. Donc, le premier signal, ça va vraiment être la gêne. La deuxième chose, ça va être le fait de ne pas pouvoir aller auprès de quelqu'un, de ne plus aller vers les gens. Vous allez voir, la personne va commencer à se méfier et se méfier malheureusement de tout le monde. Non seulement du manager, mais de ses collègues de manière générale. Donc voilà deux signes faibles mais qui sont importants qu'on peut détecter dès le début. Y a-t-il des profils types de harceleurs ou de victimes ou est-ce un cliché? Vous savez, il n'y a pas de profil type.
la personne la plus accueillante, la personne la plus chaleureuse est souvent la personne la plus dangereuse. Et il peut aussi s'avérer que la personne la plus sévère ne soit pas nécessairement la personne qui a les mauvaises intentions. Donc il ne faut pas se bloquer à se dire que de manière générale, une personne qui va vouloir me harceler va être une personne brutale, va être une personne qui quand je passe va me donner une tape à la fesse par exemple, va me caresser ou non. Elle peut aller tout doucement et c'est lorsque vous vous retrouvez dans le piège que vous comprenez que, ok, en fait, c'était de cette personne qu'il fallait que je me méfie. Donc, il n'y a pas de profil type. Il faut se méfier de tout le monde, il faut le dire ainsi. Avez-vous des données marquantes au Cameroun sur l'ampleur du phénomène? Les chiffres, malheureusement, vous savez, il va être difficile d'avoir des chiffres exacts. Mais de manière générale, vous remarquerez qu'au moins 70% des femmes se sont déjà plaintes au moins une fois d'avoir eu des propositions indécentes. Voilà, disons-le ainsi. Au moins 70% des femmes. Et il y a les propositions indécentes qu'on vous fait de manière directe, de façon frontale. Et il y a celles qu'on met sous couvert d'une amitié naissante. Donc, en termes de chiffres, véritablement, on ne va pas s'aventurer à donner des chiffres exacts parce que le nombre de personnes qui subissent en silence est plus important que celles qui le manifestent parce que aussi, c'est quelque chose que l'on constate, la parole est encore un peu trop renfermée. Les gens ne s'expriment pas, les gens ne se plaignent pas pour plusieurs raisons, notamment la nécessité de garder son emploi, notamment le besoin de continuer à recevoir le salaire qui nous permet de faire vivre notre famille. Donc les chiffres, honnêtement, ne reflètent pas la réalité. Quelles sont les conséquences psychologiques et physiques les plus fréquentes chez les victimes? Malheureusement, une personne qui a été victime de harcèlement sexuel ou qui a cédé, parce qu'il y a des victimes qui ne cèdent pas. Je vais prendre d'abord le cas des personnes qui cèdent. Une fois que vous cédez, le cycle s'enchaîne et vous devenez à votre tour un bourreau. Parce que vous avez trouvé ça normal, parce que vous êtes passé par là et vous... Au moment où vous aussi vous avez le pouvoir, vous vous dites que ok, je peux profiter de ce pouvoir-là pour intimider également les autres. Résultat, la première des conséquences, c'est le cycle qui ne prend pas fin. On se retrouve avec des victimes qui deviennent des bourreaux qui deviennent des victimes, ainsi de suite, la roue se met à tourner. La deuxième chose est le blocage que ça crée en la personne qui a été harcelée. Blocage dans son entourage, dans sa famille, mais également au travail. Le rendement en lui-même. Quand vous êtes dans un cadre où vous ne pouvez pas déployer pleinement votre compétence, je ne parle pas d'être à l'aise, parce que vous n'allez pas au travail pour être à l'aise, mais vous y allez pour produire un résultat. Quand vous êtes dans un cadre où vous êtes intimidé, dans un cadre où vous êtes frustré, rabaissé, sous couvert d'un harcèlement, vous n'êtes plus productif. Et finalement, ce sont les résultats de l'entreprise qui en pâtissent. Ça, c'est au niveau professionnel. Au niveau du foyer, s'il s'avère que ce soit un homme qui soit votre bourreau, vous allez calquer cela sur votre conjoint. S'il s'avère que c'est une femme, vous allez calquer également cela sur votre conjointe. Et pire encore, lorsque c'est un homme qui est victime de harcèlement de la part de son supérieur qui serait une femme, la personne qui subit finalement s'avère être son épouse ou sa conjointe à la maison. Vous voyez que les conséquences n'ont pas seulement un impact sur la victime, mais elles ont un impact sur le rendement de l'entreprise, sur son rapport avec la société et surtout même un impact dans le cadre familial. Alors madame, quel coût pour l'entreprise turnover, absentéisme, ambiance, image? On va commencer par le turnover. L'image intervient lorsque la situation est exposée. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, malheureusement, les gens ne s'expriment pas beaucoup. Elles sont victimes en silence. Ceux qui arrivent à s'en sortir s'en sortent en silence. Ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir se retrouvent piégés pour la vie. Donc l'image vient à prendre un coup lorsque le harcèlement est rendu public. Donc, c'est vraiment la chose qui va venir en dernier. Le turnover, les employés vont... Vous voyez, je parlais des résultats tout à l'heure. Si, et ça c'est quelque chose que j'adresse aux chefs d'entreprise particulièrement, si vous êtes dans la posture du bureau et que vous avez une entreprise, vous n'allez pas avoir de résultats. Vous allez tourner en rond et c'est ce type d'entreprise qui ferme généralement au bout de 5 ans. Parce que malheureusement,
Si j'ai été victime et que je connais quelqu'un qui vient travailler chez vous, je dirai à la personne de se méfier. Et elle également ne sera pas productive. Résultat, au lieu de travailler pour avoir des résultats, on tourne en rond, on ne produit rien, on a une atmosphère rigide de crainte et de véritable peur. Donc, le turnover est incontournable dans ce genre de situation-là. Après cela, je pense qu'on a évoqué l'image. Je pense que ce sont les 2 points essentiels sur lesquels il faut s'appesantir. L'ambiance également. Vous savez, hein, chacun sait. Les collègues parlent beaucoup entre eux. Et rien ne se cache finalement dans un endroit où vous passez la majeure partie de votre journée. C'est comme un élève à l'école. Il passe la majeure partie de son temps à l'école. Donc si vous avez eu à faire des avances à X et que vous avez fait à Y, à la fin de la journée, tout le monde connaît. Et même le respect qu'on doit avoir pour le promoteur, pour le chef de l'entreprise, lui également, il se perd dans cet engrenage-là. Que dit le Code du travail sur le harcèlement moral et sexuel? Quels sont les recours? Il faut savoir que malheureusement, on parle de Code du travail, mais combien de personnes le lisent? Combien de personnes en ont véritablement conscience? Vous savez, le Code du travail a pour objectif de protéger l'employé et de prévenir les dérives entre employés et employeurs. Alors, lorsque vous êtes victime de harcèlement sexuel, je préfère parler en des termes terre à terre. Dans toute entreprise normale, il y a une délégation du personnel. Il y a une instance auprès de laquelle vous pouvez vous référer quand vous êtes victime d'un abus, quel que soit l'abus en question. Donc le premier réflexe est de se retrouver vers votre délégué du personnel. Même si malheureusement, il faut également le souligner, ce ne sont pas souvent des personnes très droites, disons-le ainsi. Mais la première chose que vous avez à faire, c'est de vous diriger vers votre délégué du personnel. Pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas connaissance de la législation. Vous n'avez peut-être pas connaissance de la législation, mais lui, il peut porter haut votre plaidoyer. C'est la première chose. Maintenant, il y a des amendes qui sont prévues, il y a des sanctions qui sont prévues jusqu'à la fermeture de l'entreprise lorsqu'il y a récidive par rapport au chef d'entreprise. Donc, le conseil que je pourrais donner dans ce sens-là est que si vous n'avez pas connaissance du Code du travail, de vos droits et même de vos devoirs, référez-vous à votre responsable du personnel et plus haut aussi, pourquoi pas, à votre direction des ressources humaines. Comment une victime peut-elle prouver le harcèlement? Journal de bord, mail, témoignage. La première chose, c'est le témoignage parce que le journal de bord, vous n'allez pas spontanément aller écrire. Surtout quand vous venez de subir un choc, vous n'avez pas pour premier réflexe de prendre un stylo et un papier. Votre témoignage doit pouvoir faire foi. Heureusement, lorsque vous passez à la barre, on vous somme de vous engager à ne dire que la vérité. Donc, il y a d'abord votre témoignage. Maintenant, pour les plus malins, pour les plus futés, vraiment, vous pouvez enregistrer. Le double piège de l'enregistrement est que lorsque vous allez présenter cet enregistrement comme preuve, on peut se dire que vous avez monté un coup pour piéger la personne. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un enregistrement, même avec votre voice WhatsApp, même avec votre dictaphone ouvert sur votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de le manipuler. Lorsque votre bourreau vous appelle, par exemple, pour venir lui remettre un dossier et que vous êtes conscient de ce que cette personne est une personne qui vous harcèle, vous ouvrez votre dictaphone sur le téléphone avant d'entrer et vous l'avez dans votre poche, vous ne le manipulez pas. Il ne saura certainement pas que vous l'enregistrez. Ou alors vous lancez un appel à votre ami, à votre grande sœur, à quelqu'un de proche qui pourra vous servir de témoignage au-delà du simple témoignage que vous allez donner. Maintenant, dans des entreprises sérieuses, il y a des caméras. Si vous avez la chance d'être dans un milieu où il y a des caméras, ces caméras également peuvent être exploitées. Parce que finalement, ce que vous écrirez n'engage que vous. Mais ce que l'on entend ou ce qu'on voit engage la personne qui est le bourreau. Quel est donc le rôle et la responsabilité de l'employeur dès qu'il est alerté? Quel est le rôle et la responsabilité de l'employeur lorsqu'il est alerté? Ça, c'est dans le cas où ce n'est pas l'employeur le bourreau. Conseil de discipline immédiat. Vraiment, le malheur qu'on a est souvent qu'on va vous dire que qu'est-ce que vous avez fait.
Dans quelle posture est-ce que vous étiez? On va vous donner l'impression que c'est vous qui avez poussé votre bourreau à agir d'une certaine façon avec vous. Que non. La première chose, c'est un avertissement. Convoquer la personne qui est mise en cause, l'écouter parce qu'elle aussi elle peut avoir sa version des faits. Parfois, vous pouvez avoir l'impression que la personne veut justement abuser de vous ou alors est en train de vous harceler, alors que c'est juste une personne, comme on dit, il y a des personnes collantes, un peu trop présentes ou qui vous apprécient de façon amicale mais ne l'expriment pas de la bonne façon. Donc la première chose, c'est l'avertissement. À la suite de l'avertissement, il y a conseil de discipline et puis il y a des sanctions qui sont prévues. La sanction la plus lourde, évidemment, étant le renvoi. Alors pour agir et prévenir, que faire concrètement quand on est victime? Les 3 premières étapes, par exemple. Lorsqu'on est victime, la première chose est de ne pas garder le silence. Ne pas garder le silence face au bourreau et faire comprendre clairement à la personne que vous n'êtes pas intéressé, que vous avez remarqué sa démarche et que cela ne vous intéresse pas. Quitte à elle maintenant de vouloir exercer davantage son pouvoir sur vous. Parlez à la personne en face. La deuxième chose, c'est confier cela à un responsable. Ne confiez pas à votre collègue. Confiez, je le disais tout à l'heure, au délégué du personnel, par exemple. Confiez-le, écrivez une lettre et ne pas le confier dans une conversation amicale. Il faut écrire, l'administration est écrite. Écrivez un mail que vous envoyez sans associer d'autres personnes à la personne qui est votre bourreau, lui disant que j'ai remarqué ceci et je souhaiterais que cela prenne fin. Vous envoyez, si cela se répète, vous pouvez donc envoyer un autre mail à votre délégué du personnel au-delà de la conversation que vous aurez. Et la troisième chose, justement, est de vous plaindre auprès des instances les plus hautes. Mais ça, c'est évidemment quand vous voyez qu'après un avertissement, cela se poursuit. Sinon, finalement, vous serez victime toute votre vie. En tant que collègue, comment intervenir sans aggraver la situation? Intervenir, c'est assez difficile parce que vous savez, c'est très humain de se préserver et de vouloir préserver son emploi. La première chose que vous pouvez faire, c'est, il y a des bons collègues, vous savez, lorsque vous devez aller déposer un dossier, il va aller déposer le dossier à votre place, il va essayer de vous conseiller, il va vous permettre de limiter au maximum les interactions avec la personne qui est votre bourreau. Et puis, le bon collègue doit être présent pour la personne qui est victime. Si vous, le collègue, à qui je me confie, parce que j'estime que je peux m'exprimer auprès de vous, vous êtes la première personne à vous moquer, à m'accuser ou alors à aller raconter encore devant ce que j'ai dit, eh bien finalement, vous nous mettez tous en mal parce que demain, ça pourrait être vous. Donc la première chose, c'est l'écoute, se mettre à la place de l'autre et l'accompagner dans ce processus d'avertissement et de mise de prévention. Quelle action de prévention fonctionne vraiment en entreprise? Le professionnalisme est la première des choses. Vous savez, surtout pour les femmes. Lorsque vous êtes une femme, il faut faire très attention à votre tenue. Il faut faire très attention à votre posture. Le moindre geste, malheureusement, même un sourire, parfois peut réveiller en quelqu'un quelque chose que vous ne voulez pas ou quelque chose à laquelle lui-même il n'a pas pensé. Donc il faut beaucoup faire attention à sa posture. Je connais une dame qui disait que elle, même le simple câlin, c'est-à-dire que lorsque vous voulez la saluer et que vous voulez l'embrasser, lui faire un câlin, elle se retire très poliment et elle vous tend la main pour éviter même le premier contact physique. Ça, ce sont des choses qui dépendent fondamentalement de nous, les femmes. Là, je me concentre vraiment sur les femmes. Votre tenue, votre posture, et il faut imposer des limites. C'est important. Si vous n'avez pas de limites, les gens penseront qu'ils ont accès à vous autant que possible. Et ça ne vous aidera pas à l'avenir. Donc, prévenir vaut mieux que guérir, comme on dit. Donc, il faut faire attention à soi et rester professionnel. L'autre élément important qui est un moyen de prévention en amont, c'est la compétence. Vous savez, quand vous êtes en entreprise, plus vous êtes compétente, moins on se permettra de vous dire ou de vous proposer un certain nombre de choses. Donc, il faut vous former continuellement. Il faut être efficace dans ce que vous faites. Il faut continuer à faire des recherches, que l'on sente l'impact de votre travail. Parce que aussi, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est le moyen le plus facile pour vous imposer, pour vous dire que tu n'es pas capable de faire ça. Donc, si tu vas avancer, passe par mon canapé, par exemple. Et j'aime bien aller dire, je l'ai écrit d'ailleurs dans un livre, la compétence pour nous les femmes est ce qui nous sauve des canapés et des coups bas. Pour
parler d'éducation, quel rôle pour l'école et la formation dès le plus jeune âge pour éviter ces comportements au travail? Voilà, je parlais tout à l'heure de compétences et de formation, vous revenez là-dessus, c'est très important. Il faut que les jeunes filles prennent davantage leurs études au sérieux. Il faut qu'on comprenne que le téléphone portable ne sert pas seulement à dénigrer les gens. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Si vous êtes même déjà en entreprise, vous pouvez suivre des formations à partir de votre téléphone portable. Ça, c'est au niveau de la formation. Maintenant, sur le point de la sensibilisation, je pense qu'on ne peut pas redresser un arbre qui est déjà tordu, mais on peut encore sensibiliser les enfants entre 7 et 19 ans. C'est le travail, par exemple, que nous faisons avec les ateliers patriotes citoyens. Dans le cadre de ce programme d'éducation civique et morale, nous amenons pas seulement les jeunes filles, mais aussi les jeunes garçons dans cette tranche d'âge-là à être conscients de leurs responsabilités, à être conscients de leur impact, de leurs droits, bien plus que de leurs devoirs. J'allais dire plutôt de leurs devoirs bien plus que de leurs droits, parce que vous savez, de manière naturelle, on pense qu'on a tous droit à quelque chose et on oublie qu'on a des devoirs et que ce sont ces devoirs-là qui en réalité nous positionnent dans la société. Donc la sensibilisation est le maître mot. Est le maître mot véritablement pour éviter les dérives à l'avenir. Cela vous épargne des dérives dans le cadre professionnel, mais également dans la société de manière générale. Donc il y a ces trois mots très importants. Et il y a la formation et sensibilisation ensemble, la compétence et cette compétence-là qui vous rend autonome. Donc le troisième point, c'est l'autonomisation. Comment se reconstruire après avoir vécu du harcèlement? Avez-vous des pistes ou des ressources à partager? Comment se reconstruire? Ce n'est jamais facile de se reconstruire, quel que soit le choc qu'on a subi, mais il faut être conscient de ce que c'est votre vie. Vous ne vivez pas pour quelqu'un. Si vous avez réussi à dépasser cela, parce que la première difficulté, c'est de dépasser le choc ou le harcèlement en question, cette période sombre-là. Si vous avez déjà réussi à dépasser cela, souvenez-vous que c'est votre vie, que vous vivez pour vous et que finalement, en vivant pour vous, vous avez un impact sur vos enfants. Pensez à vos enfants. Avant même de penser à votre mari ou à votre femme, pensez à vous. Pensez à vos enfants, ça sera une motivation suffisamment importante pour vous relancer. Et puis un conseil très important, il y a ce qu'on appelle en Occident la reconversion. Si vous vous rendez compte qu'il y a un domaine qui vous passionne dans la vie, c'est une très belle piste pour vous ouvrir à de nouvelles choses et commencer à vivre votre vie autrement en faisant quelque chose qui vous passionne et que vous n'aviez par exemple jamais eu l'opportunité de faire justement parce que vous étiez enfermé dans un piège qui vous tuait à petit feu. Alors, si vous aviez une seule phrase à dire à quelqu'un qui vit ça, aujourd'hui, ce serait quoi? Vous êtes capable de sortir de là, si et seulement si vous décidez de parler. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes en direct d'Écho 247 dans le cadre d'émission Femme Attitude. Voici des questions bonus pour Madame Sama Chilkorian. Bonus à vous, Madame. C'est un cas pratique. Vous connaissez certainement cette histoire actuellement qui fait couler d'encre sur les réseaux sociaux. Je préfère taire les noms. Madame, s'agit-il du harcèlement ou non, selon vous? Vous savez, malheureusement, on ne mesure pas souvent l'ampleur des mots qu'on adresse aux gens. Vous savez, les blessures les plus difficiles à guérir, ce sont les blessures psychologiques. Et elles sont infligées essentiellement par les mots, pas forcément par des coups. Pour éviter de faire mal à l'autre, il faut pouvoir se mettre à la place de l'autre. Si c'était mon entreprise, par exemple, qu'on critiquait, si c'était moi qu'on critiquait à travers mon entreprise, comment est-ce que j'aurais pris cela ? Quel impact est-ce que cela aurait eu sur moi? Si c'était mon mariage qu'on dénigrait comme ça sur la place publique, comment est-ce que je me serais sentie à la place de la personne? Il faut pouvoir se mettre à la place de l'autre. N'en déplaise qu'il s'agisse d'une personnalité publique, d'une personne qui a plus de moyens que vous, d'une personne qui a plus de visibilité que vous, ou tout simplement de votre voisine au quartier. Il faut pouvoir vous mettre à la place de l'autre. Maintenant, il faut savoir reconnaître également quand on a fait du tort. Après, il se peut, je dis bien il se peut, que la victime, la personne en face exagère au moment de relayer les faits sur les conséquences ou sur l'impact des mots que vous avez pu adresser. C'est possible. Toujours est-il que vous devez avoir conscience que les mots que vous avez adressés ont été assez durs et ont pu avoir un impact. Et en vous mettant à la place de l'autre, ça vous évite
de lui causer autant de tort. C'est valable sur les réseaux sociaux, comme c'est valable en entreprise, comme c'est valable tout simplement dans les relations humaines. Pouvoir se mettre à la place de l'autre évite au maximum. C'est-à-dire que faites du tort à quelqu'un, que ce ne soit pas de manière délibérée, sauf si c'est une vengeance. Là, c'est autre chose. Un conseil au manager, quel est l'erreur number one à éviter quand on gère une équipe? Trop de proximité avec les membres de l'équipe. Vous êtes un manager. Vous pouvez être sympathique, ouvert, aimable, disposé à l'écoute. Mais cela doit toujours se faire dans la limite du cadre professionnel. C'est valable pour le manager comme c'est valable pour l'employé. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ce milieu le milieu professionnel. Ce n'est pas un milieu intime. Ce n'est pas un milieu d'amitié. Ce n'est pas un cadre où vous venez... vous créez des meilleurs amis. C'est un endroit qui est censé être productif. Et c'est parce que ce sont des êtres humains qui sont dans ce cadre qu'il faut pouvoir retirer un peu le pied sur l'accélérateur et être à l'écoute. Mais la priorité doit rester sur le volet professionnel. Et comment dans ce mesure se maintient le cadre professionnel? Par la description des attentes. Les anglo-saxons appellent ça le job description. Tu sais quand tu viens être secrétaire que voici ce qu'on attend de moi en tant que secrétaire. Tu sais toi l'employeur que voici ce que tu attends de ton employeur. Et vous créez des cadres dans lesquels vous pouvez vous retrouver de manière un peu plus relaxe, mais jamais dans le cadre du travail. Cette limite est cruciale pour une entreprise qui veut se développer. Si vous n'avez pas de process, vous n'irez absolument nulle part. Et j'aime encore à le rappeler, une entreprise sans process est vouée à l'échec. Elle mourra au bout de 3 ans, 5 ans pour ceux qui sont plus tenaces. Alors, Madame Eco 237 vous remercie pour votre disponibilité et vous espère naturellement à la prochaine, surtout à d'autres émissions au courant peut-être du mois. Mais d'ici, à la portez-vous bien. Merci à vous, Madame. Merci beaucoup de nous avoir permis de nous exprimer ici. Vous savez que nous sommes engagés dans une mission qui nous dépasse, celle de la sensibilisation et de l'éducation. Et donc, nous sommes toujours disponibles lorsqu'il faut partager sur des sujets aussi importants que la violence en milieu professionnel. À la prochaine. Merci à vous. Au micro de présentation, je suis Aline Ateba depuis le monument de l'indépendance à Yaoundé pour Eco 237, la chaîne de valeur.